Alors, qu'est-ce qui se passe au sein d'un oligopole? Quelles sont les caractéristiques de la concurrence? Puisque finalement, c'est ça que nous cherchons à savoir. Eh bien, autant dans la concurrence pure et parfaite, on dit, voilà, chaque compétiteur fait son petit calcul dans son coin, séparément des autres, et puis après, toutes les intentions sont confrontées, et il y a ceux qui ont pris les bonnes décisions, ceux qui ont pris les mauvaises. C'est donc la théorie du marché de concurrence pure et parfaite. Là, d'emblée, on est dans une stratégie d'interdépendance. C'est-à-dire qu'on sait que l'action de l'un aura un impact sur le comportement de l'autre. Et que parfois, d'ailleurs, l'action est motivée pour générer une réponse ou un comportement du concurrent. Ça peut être l'intention première d'une action stratégique d'une entreprise, d'un oligopole. Générer une réaction de la part de ses concurrents. Donc, très forte interdépendance. Les offreurs se connaissent et s'observent. Et oui, quand vous avez 4 concurrents au niveau mondial, évidemment, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des informations sur eux et de tenir à jour une base de données qualitative et quantitative que quand vous en avez 3 millions. Donc, évidemment, ils se connaissent. En plus, c'est des grandes entreprises, donc ils connaissent leurs performances, ils savent l'argent qu'ils distribuent à leurs actionnaires, les comptes sont publiés. Donc, voilà, on connaît le rival très très bien. Et puis, donc, on peut regarder ce qu'il fait, et en fonction de ce qu'il fait ou de ce qu'on pense qu'il va faire, prendre ses propres décisions. L'action d'un offreur a des conséquences sur le marché, et donc entraîne la réaction des autres. Alors, c'est par exemple le prix. Je vous disais tout à l'heure, garde-prix, qu'on va quand même éviter dans le cadre d'un oligopole. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà, on est dans un marché où il y a 4 ou 5 offreurs, pour l'essentiel du marché, et il y en a un qui augmente les prix. Donc, soit les autres suivent, et l'intérêt de suivre, c'est que finalement, on va geler les parts de marché et on va gagner plus à l'unité produite, donc on va maximiser le profit. Donc c'est un premier intérêt. Et le deuxième, c'est de se dire, non, lui, il profite pour augmenter ses prix, peut-être je vais les baisser. Les autres vont les baisser, de manière à marginaliser ce concurrent avec des prix désormais très élevés, à le marginaliser pour que la clientèle soit infidèle et se dirige vers les autres opérateurs. Mais en tous les cas, quel que soit le scénario retenu, vous voyez bien que la prise de décision, elle ne dépend que de ce qu'a fait l'autre. Ou peut-être de comment il risque de réagir derrière. Donc voilà la réalité concurrentielle dans le cadre d'un oligopole. Donc les décisions ne sont pas isolées, elles ne sont pas indépendantes, comme le préconise la concurrence pure et parfaite, puisque c'est sinon des conditions, mais c'est une des hypothèses de comportement des acteurs. Alors en fait, ça va même beaucoup plus loin que ça. Au-delà des interdépendances, qui sont inévitables, qui sont donc liées au nombre des intervenants, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des comportements très volontaires de coordination. Donc la concurrence, c'est autre chose que la coordination. Et là, on va passer d'une vision de la concurrence entre offreurs à une vision de la coordination entre les différents acteurs. Alors, elle est plus ou moins forte, et du coup, elle va être plus ou moins légale aussi, cette coordination. Alors, la coordination, elle peut se faire par le leader. Dans un oligopole, il y a 5 ou 6 firmes, et elles sont rarement d'une taille totalement équivalente. Il y a toujours un leader historique ou un leader technologique, et donc c'est lui qui a l'initiative. Par exemple, dans le marché du pneumatique, qui est un oligopole mondial, sur le marché du pneumatique, le leader, alors en part de marché, c'est un peu compliqué, mais il est à peu près à égalité avec 2 autres grands concurrents. Je parle de Michelin, qui est le leader. En tous les cas, là où il est leader, c'est technologiquement. Donc les nouveaux produits, les initiatives sur les nouveaux produits, elles viennent toujours de la firme de Clermont-Ferrand. Michelin donne le la sur l'innovation technologique dans le secteur du pneumatique. Et les autres agissent. Vont vers les mêmes contenus technologiques, ou au contraire répondent par d'autres innovations
sur d'autres éléments du pneumatique, etc. Hein, mais c'est comme ça qu'on peut comprendre la logique stratégique chez ce qu'on appelle les pneumaticiens, ceux qui fabriquent des pneumatiques. Donc le leader a souvent l'initiative, et parfois, la coordination, eh bien, elle va jusqu'à l'entente. Alors, l'entente, elle porte sur quoi? Elle peut porter sur plein de choses. Elle peut porter sur le prix. On décide d'un prix minimal, de ne pas s'agresser outre mesure sur le prix, que personne ne se lance dans une guerre de prix, par exemple. On peut aussi se partager les marchés en termes de part de marché, de dire voilà, 30% chacun, on est 3, il y a 30% chacun, puis on se bat pour les 10% restants, si vous voulez. Hein, mais on veille bien à ce qu'il y ait une répartition équilibrée. Parce que s'il n'y a pas une répartition équilibrée, il y en a un qui va être perdant par rapport aux deux autres, et donc il va avoir intérêt à nous agresser, et donc on va revenir à une vieille situation de rivalité, où tout le monde va perdre de l'argent. Donc on stabilise les parts de marché. Au niveau européen, ça a pris la forme parfois, entre offreurs européens de pays différents, chacun garde son marché domestique pour lui. Hein, ça s'est passé dans le béton, on n'allait pas embêter les bétonniers anglais en Angleterre, et les bétonniers anglais ne venaient pas embêter Lafarge ou Bouygues en France, qui eux-mêmes n'étaient pas embêtés par les bétonniers allemands. Hein, on a fait une sorte d'accord entre les fabricants de béton en Europe pour ne pas aller faire concurrence à l'autre sur son marché domestique. Mais par contre, on pouvait se concurrencer sur des marchés tiers. Hein, par exemple, sur le marché italien, s'il n'y a pas de grands bétonniers, on pouvait effectivement avoir une rivalité, y compris sur les prix. Bon, ce qui fait que le béton était hors de prix dans toute l'Europe, à cause de ces comportements-là. Et c'est pour ça que la Commission européenne a diligenté une enquête et a réussi à prouver qu'il y avait entente sur le partage des marchés. Et que c'était donc totalement illicite parce que ça conduisait à un prix exorbitant du béton en Europe, et c'était donc l'ensemble de l'économie, les consommateurs qui souffraient de cette situation. Hein, donc voilà les principales ententes. Alors des fois l'entente, elle est simplement sur la communication de chiffres. On se donne des chiffres sur son activité, on croise les données, on croise les fichiers de clients pour voir qui est parti de chez qui et va où. Hein, et évidemment que dans ce simple échange de données, il y a manipulation, il y a tentative de manipulation du marché en faveur des offreurs. Hein, c'est leur seule intention. Et donc, de ce point de vue-là, c'est totalement illicite et illégal. Dans d'autres métiers, par exemple, si on prend la concurrence sur le petit produit électronique de loisirs, dont les deux leaders sont Sony et Philips, il y a eu des ententes assez célèbres pour se mettre d'accord sur le lancement d'un nouveau produit. Hein, par exemple, sur la platine DVD ou après le mini-disque gravable et enregistrable. Tout ça, les lancements étaient conjoints et ont été fixés à une certaine date par les deux principaux offreurs de l'industrie. Pourquoi? Pour amortir les anciennes technologies. Hein, donc on voit les ententes, elles peuvent concerner des domaines très très différents de la vie des entreprises. Alors, quand la coordination est maximale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rivalité en fait, du tout, c'est simplement, c'est presque des bureaux d'une même organisation, les firmes deviennent des bureaux d'une même organisation, si vous voulez, eh bien c'est ce qu'on appelle la formation d'un cartel. Hein, et un cartel, donc c'est un rassemblement d'entreprises qui s'entendent, hein, c'est comme un syndicat du crime, et ce cartel, il va imposer toutes ces conditions au marché. Donc évidemment, c'est interdit, hein, et évidemment les autorités de régulation de la concurrence luttent et démantèlent les cartels. Mais il faut encore être au courant de cette situation et surtout arriver à prouver
des comportements d'entente illicite. Ce qui est toujours très très délicat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément un monde de brigands, le monde de l'oligopole. Je vous dis qu'il y a quand même une nette tendance à fuir la concurrence et à s'entendre entre industriels, ça c'est sûr, mais en même temps, il existe quand même une concurrence. Mais cette concurrence, elle va être très détournée. En fait, elle va de moins en moins avoir lieu sur le prix et de plus en plus sur les caractéristiques produits. Donc, c'est ça qui va faire la différence. La qualité des produits, leur fonctionnalité technologique, leur ergonomie, leur packaging, leur communication. Bref, on va essayer de distinguer en permanence ces produits de ceux des autres. On va aussi parfois essayer de réduire le marché, de le spécialiser et de ne vendre des marchandises adaptées qu'à certains segments de clientèle. C'est aussi une tendance intéressante puisque sur un marché global, si j'arrive à identifier un groupe de clientèle qui a des attentes spécifiques, si je réponds à ces attentes, ben je suis tout seul à offrir un produit à ce marché. Et donc je me retrouve quasiment en situation de monopole par rapport à un segment de clientèle particulier. Donc voilà ce qu'on pratique, ce qu'on essaye de pratiquer au sein des oligopoles. Donc la communication, le marketing et l'image sont au centre effectivement de ces politiques de différenciation des produits par les entreprises de l'oligopole. On va éviter la rivalité sur le prix. Pourquoi? C'est très simple à comprendre. Dans l'oligopole, les entreprises sont puissantes et que la guerre de prix a un côté suicidaire que les entreprises détestent. Qu'est-ce que ça veut dire une guerre de prix entre entreprises puissantes? Eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir une course-poursuite et une spirale déflationniste pour le coup, avec une baisse de prix, et on va descendre en dessous du coût de production. On a les moyens, en tant que grande entreprise ou très grande entreprise, diversifiée le plus souvent, de vendre des produits assez durablement en dessous du coût de production. On n'est pas sûr de l'issue de la bataille, car les entreprises sont extrêmement puissantes. La seule chose qu'on sait, c'est que tout le monde va perdre de l'argent. Donc, le comportement le plus rationnel, pour le coup, eh bien, c'est d'éviter ce type d'affrontement. Donc, on met des prix planchers en place. C'est encore l'objet d'une entente, ou simplement de l'observation, c'est-à-dire on évite d'aller s'agresser sur le terrain des prix. Voire même, on attend qu'un des acteurs augmente ses prix, par exemple, pour que tout le monde, quelques semaines, quelques jours plus tard, augmente symétriquement leurs prix, de manière à laisser la situation du marché inchangée. Donc ça, c'est le comportement typique de ce qui se passe dans un oligopole. On se base sur les caractéristiques du produit, mais on évite de s'affronter directement sur le prix. C'est très important. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi sur le terrain du prix, comme dans la situation du monopole. Je vous rappelle quand même que les produits s'adressent à des clients et que ces clients, eh bien, ils connaissent une certaine élasticité de leur demande par rapport au prix. Donc on reste quand même à l'écoute du client et la politique de prix, elle n'est pas faite que dans l'intérêt des firmes de l'oligopole, elles tiennent compte aussi des réalités de la demande et notamment de l'élasticité. Les guerres de prix donc ne font que des perdants, c'est pour ça qu'on va les éviter. Au final, eh bien, on s'aperçoit que c'est au sein de l'oligopole que va se pratiquer notre deuxième domaine d'étude de cette séance, à savoir la concurrence monopolistique. Puisque la concurrence monopolistique, eh bien, c'est la différenciation des produits et des services. Alors quand j'ai dit ça, on ne peut pas confondre oligopole et concurrence monopolistique. Si c'était le cas, il n'y aurait qu'un concept. Ça veut dire que la concurrence monopolistique, on la retrouve aussi ailleurs que dans les oligopoles. Mais elle est très révélatrice du fonctionnement d'un oligopole.